Bonsoir. La session de plein droit de l'Assemblée nationale s'est ouverte ce jour à Yaoundé, à l'hémicycle de nombreux députés pour marquer cette nouvelle législature. Bien avant cette rentrée ce mardi, l'on a assisté bien sûr à la mise sur pied des exécutifs communaux et même de l'élection des maires des villes. Et notre invité de ce soir aurait pu lui aussi être à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il était candidat bien sûr aux élections législatives dans la circonscription électorale de Voury Centre, ici à Douala. Malheureusement, il n'a pas obtenu le suffrage des électeurs. Il nous dira ce qu'il pense justement du déroulement de ces élections de février dernier. Il ne manquera pas de nous dire également un mot sur la prestation de sa formation politique. Avec lui, nous évoquerons aussi des sujets brûlants liés à l'actualité de notre pays, notamment cette crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Vous êtes en direct sur Canal 2 International, sur Facebook également, notre Facebook Canal 2 International naturellement. Merci de regarder Parole d'Homme sur cette chaîne. Notre invité de ce soir s'appelle Anissé Ekane. Le nom à lui seul suffit à évoquer beaucoup de choses. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci de m'avoir invité à cette émission. Ouais. Je suis un peu enrhumé, je présente mes excuses aux téléspectateurs parce que ma voix est un peu rauque du fait de cette petite grippe, mais qui n'est pas le coronavirus. J'allais vous demander la précision, merci. Merci pour la précision. Vous êtes président du MANIDEM, le mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie. Oui, alors une petite clarification. J'étais candidat aux élections municipales à Douala 1er, pas aux élections législatives à Voury Centre. Douala 1er plutôt. Douala 1er, oui. D'accord. Vous avez conduit la liste du rassemblement des UPCistes, effectivement. Effectivement. Oui. Et nous avions aussi notre liste dans le département de Mongo Sud, à Lebombari. D'accord. Et justement, c'est ce que j'allais dire, vous avez présenté des listes à ces élections législatives et municipales sous la bannière de ce que vous avez appelé le rassemblement des UPCistes, des candidats justement dans le Voury et dans le département du Mongo. Mais vous vous en sortez finalement avec 0 député à l'Assemblée nationale et autour de 2% obtenus pour les élections municipales, effectivement. Non, beaucoup plus. On a certainement des conseillers à Lebombari. Oui. D'ailleurs, il y a des recours qui ont été déposés à ce sujet. L'élection s'est passée dans de très très mauvaises conditions. On s'y attendait un peu. Mais voyez-vous, les élections dans un contexte démocratique au Cameroun, aujourd'hui, sont importantes. Ce sont des épisodes marquants la vie démocratique d'un peuple ou d'une nation, mais ils ne sont pas les seuls facteurs. Ils ont un aspect pédagogique qui est important, c'est pour ça qu'il faut y aller. Mais il ne faut pas leur donner dans notre contexte une importance excessive, parce que vous en avez parlé tout à l'heure, quand on regarde le rapport de force dans l'Assemblée, le rapport de force dans les communes, on n'a pas l'impression qu'au sortir du 9 février, la situation sociopolitique du Cameroun va changer du fait de ces élections. On va y arriver. Je voulais qu'on reste justement sur ces premiers chiffres justement de votre formation politique de MANIDEM. En regardant, en revisitant ces chiffres, on peut simplement dire que vous avez échoué lamentablement à ces élections. Oui, alors, à l'aune, si on regarde cet échec, à l'aune des élections au Cameroun, qui sont en grande partie colonisées par le régionalisme, le tribalisme, vous le savez, tout le monde le sait. Les partis comme le nôtre qui misent sur l'intelligence des Camerounais, sur les programmes, sur des visions politiques comme celle du rassemblement des UPCistes où on voulait refaire, on a l'objectif qui reste permanent de raviver. Donner une nouvelle âme à l'UPC. Une nouvelle âme au mouvement UPCiste, pas au sigle, au mouvement UPCiste. Quand on regarde ce qui se passe ailleurs, c'était des alliances communautaristes tendant à faire des fusions sans aucune vision politique, sans aucun accord politico-idéologique. Bon, dans ce contexte-là, des partis comme le nôtre ne peuvent pas prospérer. D'ailleurs, nous y allons en le sachant. Mais l'aspect pédagogique qui consiste à mener les Camerounais devant leurs responsabilités,
ils se plaignent, ils disent que la vie est dure, etc. Mais en même temps, quand on regarde les résultats, malgré la fraude, il y a quand même une grande partie des Camerounais qui vont dans des urnes sales et mettent le bulletin du RDPC. Le RDPC gagne, pas nécessairement parce qu'ils bourrent les urnes, mais ils ont une machine politico-administrative qui caporalise, qui maintient le pays dans un étau de telle manière que les populations se disent à la limite, tel que c'est organisé, bah, ça sera toujours le RDPC gagnant. Quand on voit la débauche d'affiches qu'il y avait dans cette élection, surtout à Voï-Centré, à Douala Premier, lumineuse, des grandes affiches, en fait l'objectif poursuivi par cette débauche de logistique, ce n'est pas parce que ça va convaincre les électeurs que c'est le meilleur programme, ils n'en avaient pratiquement pas. Mais en réalité, l'objectif subliminal, c'est de convaincre les électeurs que vous-même voyez. Comment le Manidem qui peut pas avoir des grosses affiches telles que celle du RDPC peut-il concurrencer le RDPC? Alors ne perdez pas votre temps, votez directement le RDPC. D'ailleurs, vous pouvez y gagner par quelques subsides. Est-ce que ce n'est pas un argument de paresse, on va dire ça ainsi, à Anissé Kane? Parce que ce ne sont pas des affiches, comme certains l'ont dit, qui font campagne sur le terrain, effectivement. Il fallait aller au contact des populations et bien d'autres. Mais dans cet exercice-là, on n'a pas semblé beaucoup voir le Manidem se mouvoir sur le terrain. Non, justement, vous ne voyez pas sur les affiches. Moi, j'étais sur le terrain. C'est pour ça qu'on sait ce qui s'est passé. Je fais la différence justement entre ces affiches dont vous parlez du RDPC et des descentes, des campagnes, dans des quartiers et autres pour aller à la... On a fait que ça. Et pourquoi les gens ne vous ont pas élus? Pourquoi les électeurs? Mais justement, on le sait parce qu'on les a rencontrés. Ils se demandent, ils sont sceptiques, ils se demandent à quoi ça sert les élections. Vous-même voyez, tel que ça se présente, le RDPC va encore être déclaré gagnant. Donc ça ne sert à rien. C'est le sentiment général. Vous allez dire, il y a eu d'autres candidats de l'opposition qui ont été élus, oui. Mais vous savez aussi, vous avez fait vos enquêtes, que c'est sur des bases d'alliances communautaristes. Vous voyez, la politique aujourd'hui au Cameroun se fait beaucoup plus dans l'arrière-boutique que devant la boutique. Les programmes, les manifestes municipaux, on peut jouer. Vous le savez également. C'était, cette communauté s'allie à travers un candidat à une autre communauté. On fait une alliance. On reviendra sur ces alliances tout à l'heure pour parler d'une autre alliance que vous-même, vous avez eue en 2013 lors des élections, lors du double scrutin de septembre, législative et municipale. On va reparler tout à l'heure, mais je voudrais qu'on reparle de cet argument de la fraude que vous convoquez tout à l'heure, la fraude massive de la part du RDPC. Mais pourtant, on a vu certains candidats de l'opposition, Anissé Kane, avant ce double scrutin, demander, simplement appeler à un boycott de ces élections, estimant justement que le code électoral n'était pas fait de façon équitable, ne pouvait pas garantir une élection justement équitable et qu'il fallait reformer ce code électoral de façon à en obtenir un qui soit au moins consensuel avant d'aller aux élections. Mais vous étiez vent debout justement contre ces candidats, contre ces formations politiques à cette époque. Vous les avez vertement critiqués en disant qu'il fallait absolument aller aux élections. Vous étiez donc conscient de ce qui devait se passer, mais pourquoi vous plaindre aujourd'hui? On a envie de vous demander. Alors, je fais une ratification. Nous n'étions pas à l'élection présidentielle. Donc, vous ne dites pas que vous y êtes allé. Je parle bien de ces élections de février dernier. Alors, ces partis hommes politiques viennent de découvrir que la Terre tourne autour du Soleil en février 2020. Le code électoral dont il s'agit, depuis que les élections multipartisanes se passent au Cameroun, le problème central est le code électoral. Je suppose que ces partis le savent et qu'ils le découvrent en 2018 ou en 2020. Donc c'est un peu... Il y en a au moins un qui est resté constant. Hein. Je parle du CPP, par exemple, qui en 2018 n'y est pas allé. Et puis en 2019, pour les législatives municipales, a dit la même chose, a maintenu justement son mot d'ordre. Le mot d'ordre du CPP, ce n'était pas de boycotter les élections en 2018. C'était de voter tout le monde sauf le RDPC. Ce n'est pas le boycott. Donc ils y ont participé. Nous avons dit que ces élections ne changeront rien dans la situation du pays. Plus grave, elles ont envenimé la situation du pays. On est sorti de l'élection présidentielle 2018 avec un pays en... Je voulais qu'on termine avec les législatives Anissé. On reviendra sur les présidentielles. D'accord, ok. Je voulais donc dire que... On leur disait que vraiment, si vous découvrez que c'est aujourd'hui que la Terre tourne autour du Soleil,
Bon, c'est malheureux. D'autant plus que ces partis étaient aux élections en 2018. Donc, ils ne peuvent pas arguer aujourd'hui, en février 2020, qu'ils découvrent que le code électoral n'est pas bon. Il n'est pas bon depuis longtemps. Et toute la bataille de l'opposition, à partir de Onel 1, Onel 2, les CAM, etc., c'était de modifier ce code électoral. Mais c'est la lutte. La lutte a des points, des épisodes. Et ce n'est pas nécessairement en se mettant à côté de ce processus qu'on acquiert de meilleurs résultats. Je ne crois pas. Tout le monde sait le contexte de dictature de fait dans lequel le pays vit, mais en même temps, nous nous battons pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens, même en dehors de la prise du pouvoir. Nous avons cette double tâche. Oui. En même temps, chercher à renverser le rapport de force par les élections ou par d'autres moyens, le peuple est souverain, mais en même temps, tous les jours, nous devons mettre la pression sur ce régime pour changer la condition de vie de nos concitoyens. Donc c'est une bataille à plusieurs jambes, oui, qui fait avancer le processus de démocratisation dans notre pays. Qu'est-ce qu'il faut donc retenir? Que vous avez mis entre parenthèses la lutte dont vous parlez vous-même. En 2019, pourtant en 2018, effectivement, vous avez dit que ce n'était pas la peine d'y aller. Vous avez donc mis la lutte entre parenthèses en 2019 et vous êtes allé aux élections, finalement. Non, ce n'est pas une parenthèse. Elle est permanente, cette lutte pour l'amélioration. Mais qu'est-ce qui aura changé entre 2018 et 2019 pour que vous-même, vous acceptiez ou vous décidiez finalement à aller aux élections? Alors, ce qu'on a dit en 2018, c'était que, j'avais employé l'expression, il ne faut pas compliquer la complication. C'était tellement compliqué en 2018 que le résultat que nous avons eu après les élections montre bien que ça ne valait vraiment pas la peine. Premièrement. Deuxièmement, nous avions dit que, si vous vous rappelez bien, que la résolution de la crise anglophone était 1000 fois plus importante que la tenue des élections. Nous sommes surpris que ceux qui n'ont pas eu cette assertion en 2018 la découvrent, comme par hasard, en 2020. Mais nous l'avions dit, que les élections, aujourd'hui, en 2018 ou en 2020, ne vont pas changer la situation du pays. Bien au contraire, on l'a vu, mais en même temps, nous avions dit, l'objectif majeur de notre pays, stressé par la crise au nord et au sud-ouest, c'est de résoudre ces crises. Et on est dans un processus de résolution de cette crise. On vous rétorquera peut-être que... On vous demandera peut-être si quelque chose a changé, justement, et ça revient à la même question tout à l'heure. Si quelque chose a changé entre 2018 et 2019 pour que vous acceptiez finalement d'aller aux élections auxquelles vous avez refusé de participer en 2018 pour ce qui était de la 2018, c'était une élection présidentielle. Oui. C'est-à-dire, il fallait renverser le rapport de force sociopolitique dans le pays, puisque notre régime est essentiellement présidentiel. Pour ce faire, si on laisse de côté l'argument de la situation dans le NOZO, il fallait une coalition forte, comme en 92. Nous avions dit, en dehors de cette coalition, ça ne sert à rien d'y aller. Vous savez, en 1992, il y avait plusieurs candidats, plus même qu'en... L'Union pour le changement. Oui, en 92, il y avait plusieurs candidats à l'élection de 92 présidentielle. Tout à fait. Beaucoup plus, il y en avait une douzaine, sinon plus. Il y en avait plus qu'en 2020, en 2018. Mais la candidature de Foundi était le résultat d'une coalition populaire qui part de 90-91 et qui arrive à consacrer Foundi comme le candidat de l'Union pour le changement. Par contre, en 2018, c'était une pléthore de Zoro qui avaient décidé que l'avenir du Cameroun entre leurs mains, les messies qui n'ont pas voulu faire comme les Camerounais le demandaient, à savoir faire une coalition forte pour venir à bout et changer de rapport de force dans ce pays. Si on rentre un peu en arrière, oui. Anissé Kane, 7 ans avant, en 2011, vous-même vous êtes candidat, on a 23 candidats, 23 postulants
pour cette élection de 2011. Et vous êtes candidat, vous obtenez 0,23% si mes souvenirs sont exacts. Mais pourquoi en ce moment-là, vous acceptez d'y aller? Pourtant, il n'y a pas de coalition. Et pourtant, en cette période-là, justement, il y a eu le fameux G11 qui s'est constitué, qui s'est disloqué quelque temps, après pas totalement disloqué, où certains membres ont été démis, d'autres sont partis et autres. Mais finalement, on est allé à l'élection présidentielle, toujours de manière dispersée. Mais vous, vous étiez candidat. Si vous vous rappelez bien ce qui s'est passé, nous avons dit que le problème majeur pour cette élection-là, en 2011, c'était de rassembler les forces progressistes du pays. 1. 2. Nous avons refusé cette alliance qui allait chercher un adoubement à l'étranger, si vous vous rappelez bien. Nous sommes contre la légitimité ou l'adoubement extérieur des puissances impérialistes, etc. Donc nous ne pouvions pas nous fondre dans ce qu'on appelait le G11, c'était ça? Oui. Qui était une association parrainée, paraît-il, par des réseaux français. C'est peut-être vous qui le dites. Hein. Je me souviens justement que à la tête du G11, on avait bien sûr le SDF et bien d'autres formations politiques, le PADEG, l'UDC, le CPP et bien d'autres partis. Bon, maintenant pour le parrainage, vous... Oui, mais vous savez, les événements de ces derniers temps nous montrent bien que les parrainages et les adoubements à l'étranger sont monnaie courante dans le paysage politique camerounais. Quand on le disait, depuis 1990-91, on avait l'impression, on dit, oh, c'est de la jalousie, etc. Aujourd'hui, il est clair qu'un certain nombre de partis politiques et de dirigeants politiques camerounais cherchent l'adoubement à l'étranger, comme le font également les dirigeants du RDPC. Tout à fait. Alors, pour revenir, peut-être sorti de la question des élections de 2019, je le disais tout à l'heure, vous avez été, justement, vous avez vertement critiqué ces partis qui appelaient au boycott, mais finalement, vous semblez leur donner raison aujourd'hui parce que vous estimez justement que l'élection s'est terminée dans cette sorte de fraude massive et autres. Et puis la question de la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qui apparaissait comme la deuxième raison évoquée par ces partis politiques pour dire qu'il ne faut pas aller aux élections. Pratiquement rien n'a changé aujourd'hui. Et puis les mêmes causes ont finalement produit les mêmes effets. Et vous vous en plaignez aujourd'hui. Est-ce donner raison à ces Ce qui est dangereux en politique, c'est l'imposture. L'imposture, c'est quoi? C'est dire une chose aujourd'hui, dire le contraire quelques années plus tard, alors que la situation n'a pas changé. Et c'est le cas de ceux qui ont appelé au boycott. Ils font de l'imposture. C'est-à-dire, ils manipulent, j'allais dire, la conscience des Camerounais. Vous ne pouvez pas, à l'élection présidentielle, qui a justement pour but de changer la donne du pays, vous dites que vous y allez malgré la crise dans le Nozo. Et 2 ans plus tard, vous changez radicalement. L'argument que certains avancent, c'est que on s'est rendu compte que ça ne sert à rien. Mais vraiment, c'est un argument pour les gogos. Je suppose qu'à la tête de ce parti se trouvent les gens éminemment sérieux et qu'il ne faut pas, être sorti de centrale ou être professeur agrégé pour se rendre compte que la situation n'a pas beaucoup changé entre 2018 et 2020. Bon, ça, on appelle ça de l'imposture. Ce qu'on a de particulier au Mali, c'est qu'on a l'ADN de la vérité. Quoi que cela nous en coûte. Il faut dire la vérité aux gens. Il faut leur dire que nous allons aux élections. Et nous le disions, même en 2020, là. Ne vous faites pas d'illusions. Ceux qui vous disent qu'ils vont changer le pays avec 4 députés, vous racontent des histoires. C'est vrai. Ceux qui vous disent que, comme on a 40 ans, vous allez voir ce que vous allez voir. Ce sont des histoires. Il faut leur dire que la situation aujourd'hui nécessite une mobilisation générale, non partisane, non tribaliste, non régionaliste, pour venir à bout d'un régime néocolonial comme celui qui est à Yaoundé. Il ne faut pas leur raconter l'histoire qu'il y a un euro qui va sortir de n'importe quelle région et changer la donne au Cameroun. C'est faux. On appelle ça de l'imposture. Et le boycott, justement, a été, selon des chiffres, présenté comme le grand vainqueur de cette élection. Comme quoi la voix de ceux qui prenaient le boycott a porté plus que la vôtre, finalement. Il y a un boycott structurel dans notre pays. C'est vrai. Le fait que certains
parti est prôné le boycott, n'a fait qu'augmenter la proportion des gens qui boycottent, c'est-à-dire qui ne vont pas aux élections. Mais il y a un boycott structurel. Ce qui est dangereux en réalité, c'est que les votes ont été communautaristes. Le boycott également. Quand on l'analyse, vous le savez, au-delà du vote communautariste qui a sanctionné ces élections législatives et municipales, le boycott également. On vous rétorquera que ce n'est pas aujourd'hui que le vote est communautariste au Cameroun. Anissé Kane, vous savez, à l'Assemblée nationale, effectivement, le FSNC, l'ADD et bien d'autres formations politiques baignent dans le Grand Nord du Cameroun, l'UPC en Pays Bassa et bien d'autres formations politiques qui se déploient généralement dans certaines régions. On vous demandera si c'est en 2020 que vous avez découvert si les élections étaient communautaristes au Cameroun. Le problème, c'est que sorti de 2018, l'élection présidentielle, cette situation s'est renforcée. Et au lieu de la combattre, il y a des gens qui s'y complaisent. Ils disent que bon, c'est déjà ça de prix, ma communauté. Alors faites des partis communautaristes, je dis de façon ouverte, mais pas pour diriger le pays, pour faire des alliances. Parce que vous ne pouvez pas diriger ce pays-ci, le pays des Oum, des Wandi et des Moumiers, en ayant une base essentiellement communautariste. Le pouvoir le fait parce qu'il a une mainmise, administrative, politico-administrative du pays, et charge chaque élite tribaliste de caporaliser les électeurs et les populations de leur coin. Mais si vous voulez changer ce pays, vous ne pouvez pas être dans le sillage du RDPC. Vous ne pouvez pas vouloir changer le Cameroun et faire comme le RDPC. C'est ça l'imposture. On change en adoptant des objectifs, des méthodes différentes d'un pouvoir qu'on veut renverser. Voilà. Là. Et certains, pour vous répondre, ont justement fait savoir que votre formation politique, le Manidem, effectivement, à ces élections, a présenté les candidats que dans le Vouri et le Mungo, vous comprenez bien de quoi il s'agit, le Mungo et le Vouri, justement, des candidats dans ces deux localités-là simplement. Et puis, vous reprochez justement aux autres d'avoir fait des alliances parfois communautaristes et bien d'autres. Nous sommes présentés dans des zones où le parti était assez bien organisé. Mais si vous regardez notre alliance... D'autres formations politiques vous diront que c'est le cas pour eux. Alors, peut-être. Oui. Alors, regardez bien, vous connaissez bien le Manidem. Vous ne pouvez pas lui donner une attache régionaliste. Vous savez, les principaux dirigeants du Manidem n'ont rien à voir avec des colorations ethniques, vous le savez. Tout à fait. C'est en cela qu'on est différent des autres. On ne se présente pas pour faire de la parade. On se présente avec les moyens du bord, avec la logistique dont on peut disposer. Mais notre alliance était politique. On n'a pas demandé aux électeurs que votez Anissé Kane parce que bon, c'est votre frère. Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Je ne me suis pas présenté à Libombaré, vous voyez bien. Donc, c'est ça la différence avec les autres formations, qui misent sur le vote communautariste de par leur candidat. C'est-à-dire que, et c'est ce qui arrive maintenant avec l'UPC, le pouvoir a tout fait pour le confiner définitivement en Pays Bassa. Le remplacer même par des organisations qui n'ont aucun fondement politico-idéologique. C'est encore mieux que l'UPC qui avait encore des relents d'idéologie. Donc, le pouvoir est en train de cloisonner les Camerounais dans leur région. Des Bantoustans où seront, à la tête desquels se trouveront des chefs de Bantoustan communautaristes. Et ça, c'est dangereux pour ce pays. Il faut lutter contre cela. Pas s'y complaire sous prétexte que ça lui donne des positions de pouvoir. Et effectivement, vous évoquez une désaffection générale des Camerounais vis-à-vis de la chose électorale, des élections et autres. Qu'est-ce qui peut expliquer cette désaffection, selon vous, Anissé? Mais c'est le pouvoir RDPC. J'avais dit un jour, lorsqu'on était à une réunion avec le Premier ministre, que, vous savez, Monsieur le Premier ministre, pour que les gens se précipitent déjà à aller s'inscrire, il faut que le RDPC perde les élections. Le jour où le RDPC va vraiment perdre les élections, les gens vont se précipiter à aller s'inscrire. Ils auront la conviction
que les élections servent à quelque chose. Mais aujourd'hui, vous avez demandé à monsieur... Ne perdront pas les élections juste pour le plaisir de... Non, ça veut dire que si les conditions sont réunies pour que le RDPC les perde, c'est-à-dire que ces élections sont démocratiques, justes et équitables. Parce que le RDPC ne gagne pas les élections le jour du scrutin. Il gagne les élections par les énormes moyens dont il dispose. Par toute la logistique politico-administrative dont dispose le RDPC. Pour caporaliser les Camerounais. Lorsque une élite dans un coin, après une pluie, remplace une cinquantaine de toitures dans une région, vous pensez que c'est parce qu'il adore ses concitoyens? Non, c'est en prélude aux élections, en disant, vous voyez, si moi je ne suis pas élu, les toitures là ne seront pas remplacées. Donc il faut sortir de cette vision de la politique. Et ça, c'est difficile. C'est difficile si des hommes politiques de l'opposition prennent le même sillage. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'on va capter le vote en fonction de la région, en fonction de l'argent dont on dispose. Ils rentrent dans cette imposture. C'est ça qui pose problème dans notre pays. Il faut sortir du sillage des sentiers battus du RDPC pour changer ce pays. Anissé Ekane ou alors le Manidem, c'est également des participations aux élections présidentielles au Cameroun. On en a parlé tout à l'heure, mais à chaque fois, vous n'avez jamais pu justement atteindre 1 seul %, n'avez jamais fait le score d'1 seul %. C'est que les élections ne vous réussissent pas beaucoup, ou bien à vous et peut-être au Manidem. Depuis qu'on a commencé notre conversation, notre échange, je vous explique pourquoi. Je vous explique pourquoi des partis comme le nôtre ne peuvent pas prospérer dans un contexte où la politique est colonisée par le tribalisme et le régionalisme. C'est ça. Mais il faut toujours mettre les Camerounais devant leurs responsabilités. Leur dire que vous voyez où on va si vous continuez dans le sillage de ce régime néocolonial, à savoir diviser pour mieux régner, que chacun se retrouve avec ses frères. Votez pour moi sur votre frère. Parce que c'est mieux, c'est moi qui peux... mieux vous défendre. Tant qu'on est dans ce sillage, le RDP va gagner les élections. Parce qu'ils ont les moyens d'implémenter cette repartition du pays. Mais d'autres formations politiques ont su peut-être s'adapter à ce système-là, Anissé Ekane. On parle par exemple des partis politiques qui aujourd'hui sont à l'Assemblée nationale, d'autres qui sont arrivés il y a quelques mois seulement et qui sont représentés aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Je parle par exemple du PCRN, de Cabral Libye et bien d'autres formations politiques, pour ne prendre que cet exemple parce que vous l'avez cité tout à l'heure, sans donner le nom. C'est un bon exemple. Vous choisissez, vous mettez de l'eau dans mon moulin en disant que, bon, regardez un peu aujourd'hui l'implantation du PCRN. Elle est quoi? Elle est communautariste. Pardon. Non, on ne peut pas le dire parce que le PCRN a également des élus dans le Grand Nord. Oui. A eu des élus dans le Grand Nord, à Douala également, des députés, à Bouri-Est précisément, et dans bien d'autres zones du Cameroun. Dans des poches communautaristes. Vous voyez, il y a certainement quelques élus en dehors de ça, mais dans l'analyse, ce qui est important, c'est ce qui est global. Quand vous regardez globalement l'implantation de ces différents partis qui ont eu des élus, ce sont des positionnements communautaristes. C'est la vérité. D'ailleurs, ils ne le nient pas. Ils disent, mais c'est déjà ça de fait. Faites comme nous, allez chercher des voix dans vos régions, dans vos tribus. Les gens ne le nient pas. Mais pourquoi le Manidem ne s'y adapte pas également? Mais voilà, parce que nous sommes dans le sillage des pères fondateurs de ce pays, les Oum, les Wandi, les Moumiers. Vous écoutez les consonances, Oumouandi, Moumier, ça n'a rien à voir avec des résidus communautaristes. C'est une vision globale de notre pays. Et nous sommes dans ce sillage. Quoi que cela nous en coûte, Moumier, Wandi, ils n'ont jamais été députés, ils n'ont jamais été conseillers municipaux, ni ministres présidents. C'est une consolation. Non, mais ils ont leur nom gravé de façon granitique dans l'histoire du Cameroun et de l'Afrique. Donc, il n'y a pas une obsession de position de pouvoir si cela ne change pas fondamentalement la situation dans notre pays. Mais le rôle d'un parti politique, c'est également d'exercer le pouvoir. Plusieurs années d'existence, pratiquement. À tous les prix.
pas à tous les prix forcément, mais en se battant justement, en s'adaptant pour essayer de glaner des élus. Mais le Manidem, c'est plusieurs années d'existence, bientôt 25. On a fêté j'allais dire bientôt 30 ans, 25 ans effectivement, 0 élu à l'Assemblée nationale, quelques conseils municipaux de temps en temps dans certaines mairies. Certains estiment d'ailleurs que vous n'êtes pas qualifié, que vous êtes disqualifié pour parler de la politique au Cameroun. Que leur répondez-vous à ces gens-là? Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez, vous me posez une question à laquelle vous avez une réponse. Ben, si vous m'avez invité aujourd'hui, c'est que je suis quand même qualifié pour parler de l'histoire de ce pays. Au moins depuis... Peut-être à votre titre d'Adissé au moins depuis 1990, où, bon, j'ai été révélé au grand public, mais je suis rentré à l'UPC en 73, 74, vous voyez, en clandestinité, soit idiot, pas dans ce fourre-tout multipartisan. Je vous ai dit tout à l'heure, Ouaye Moumi n'ont jamais eu une légitimité électorale. Ils ont eu une légitimité populaire, une légitimité politique. Et le Manidem a une légitimité politique. Vous imaginez quand vous regardez le paysage politique aujourd'hui, vous le voyez sans le Manidem? C'est pour ça que je suis ici. Parce que ce qui importe, c'est de faire évoluer la situation. Ce n'est pas de faire évoluer nos propres vies. Que représentent nos misérables vies par rapport à l'avenir de ce pays? Zéro. Voilà le dilemme dans lequel se trouvent des militants comme nous. Vous avez posé une question tout à l'heure. Est-ce qu'on imagine la scène politique camerounaise sans le Manidem? Et cela m'amène à vous poser une question, Anissé Ekane. À combien évaluez-vous les militants du Manidem aujourd'hui? Le nombre de militants du Manidem? Environ. Bon, alors il faut faire la différence que les autres ne font militants pas. inscrits peut-être? Il faut faire la différence entre une adhésion et un militantisme. Les gens adhèrent au Manidem, c'est-à-dire prennent une carte, etc. Oui, justement, je parle de ceux-là, ceux qui ont adhéré au parti. On a déjà placé 30 000 cartes depuis 1995. 30 000 tirées. Mais bon, c'est pas ça qui fait la force du parti. La force d'un parti... Mais vous le toquez, 30 000 et vous n'avez jamais pu avoir un seul élu, mais les militants... Vous savez, dans un contexte comme le nôtre. Oui. Mais est-ce que vous appelez justement aux militants à ne pas voter pour vous-même? Parce que si vous en avez au moins 30 000, ça suppose qu'à une élection municipale ou législative comme celle qui vient de se dérouler, quoi qu'on fasse, quelle que soit la zone, la circonscription électorale où vous présentez un candidat, forcément vos militants au moins voteront pour vous. Vos militants refusent également de voter pour vous à cause de ce que vous décrivez. Ce n'est pas les militants qui votent, c'est les électeurs. Vos électeurs justement, mais au-delà de tout, vos militants d'abord, bien sûr. Oui, je vais vous dire que depuis 1980, on en a placé. Mais ce que je relève dans votre question, c'est que vous imaginez que la force d'un parti politique vient du nombre de militants ou bien d'adhérents. Sa capacité à drainer des foules également, c'est bien de ça qu'il s'agit. Aussi. À drainer des foules. Aussi. D'accord. Vous savez comment Hitler a drainé des foules? Il a drainé des millions. Pourquoi? Pour des choses funestes. Parce que la facilité en politique attire les gens. Si vous dites aux gens, pourquoi vous allez au Manidem? Vous n'y gagnez rien. Là, il y a une possibilité d'ouverture, de promotion. Dans un contexte où les Camerounais ne voient pas une éventuelle victoire de l'opposition, ça désengage des gens qui se sont peut-être, avec toute leur volonté, engagés. C'est ça la difficulté de la lutte. Ce qui est objectif n'est pas nécessairement ce qui attire les gens. C'est généralement le côté subjectif. Vous voyez, j'emploie ça souvent. Rousseau dit que la raison guide l'homme. Les gens ont tendance à travailler avec la raison. Mais pour les faire bouger, c'est les sentiments. S'ils ont le sentiment que ici c'est plus facile, ici on peut aller rapidement, on peut avoir son petit poste de député et avoir ses 1 500 000 et puis pourquoi vous allez demander? Vous avez vu exactement cette transhumance qui a commencé à s'opérer entre le SDF et le MRC dès que les gens ont eu le sentiment que c'est plus facile au MRC, indépendamment de la vision politique, des options politico-idéologiques. C'est ça que vous voulez dans ce pays? Non. Il vaut mieux se battre
quoi que cela nous en coûte, amener les Camerounais sur le terrain des idées, des programmes, des visions politiques. Et ça va arriver. Si ça n'arrive pas aujourd'hui, ça arrivera demain ou après-demain. Les Ouandi et Moumé nous ont transmis le flambeau, on le transmettra à d'autres. Et vous êtes le président de votre formation politique. En ce moment, il vous est parfois reproché de ne pas être très démocratique et autres. On en a vu d'autres présidents naturellement. On a eu Bandakani, le regretté Abanda Oukwama naturellement, avant que vous ne reveniez à la tête de votre formation politique. Mais Bandakani qui est parti quand même dans des circonstances un peu difficiles et troubles. Le dernier épisode avec Dieudonné Yebga qui n'est pas totalement passé autre. On estime justement que vous avez caporalisé le Manidem, vous le gouvernez, vous le gérez avec certains de vos proches, des gens qui vous sont proches, et puis vous y restez. Bon, vous connaissez bien, vous faites l'avocat du diable, mais vous connaissez bien le Mandem. Vous connaissez bien les cadres du Mandem. Imaginez-vous un seul instant que les cadres du Mandem que vous connaissez bien sont manipulables. Vous les connaissez très bien. Oui. Je ne veux même pas les citer, vous les connaissez. Mais non, vous voyez, c'est ça la facilité. Je puis vous assurer qu'il n'y a pas un autre parti dans ce pays plus démocratique que le nôtre. Chez nous, le président a des devoirs, très peu de droits. Il a une voix. Et si vous si vous tentez un jour d'assister à une autre réunion, vous allez vous demander s'il y a un président dans ce parti. Pas du tout. C'est impossible de manipuler. Parce que quand on va au Manidem, quand on y adhère, c'est par une conviction profonde. Parce qu'on va chercher les problèmes. Au Manidem, les gens qui y adhèrent cherchent des problèmes. Ils ne cherchent pas des satisfactions de positionnement, etc. Quand vous adhérez au Manidem, c'est que vous aimez les problèmes. Mais des problèmes importants pour résoudre les problèmes de notre pays. Et quand vous aimez ces problèmes-là, vous êtes un patriote. Et les patriotes ne sont pas manipulables. Et j'évoquais le dernier épisode avec Dieudonné Yebga. Vous avez d'ailleurs été séparé par un arbitrage du ministre de l'administration territoriale qui... Là, vous êtes mal informé. Oui. Nous avons tenu un congrès qui a exclu Yebga. Et nous avons adressé à l'administration territoriale, comme le font tous les partis, la modification de la direction du parti. Et le ministre de l'administration territoriale nous a écrit pour prendre des notes, comme il le fait à chaque changement de direction de tous les partis. Vous évoquez son fameux communiqué qu'il a sorti lorsqu'il était dans j'allais dire, c'est la mise en place de son fameux G20. Il nous a mis dans un fourre-tout qui n'avait rien à voir. Alors qu'on avait déjà reçu la lettre de prise en compte de la direction. De l'administration territoriale. Ce que je disais, justement en évoquant l'administration territoriale, Anissé Ekane, c'est que le ministre a dû faire une mise au point pour dire justement que le responsable connu du Manidem, c'était vous, Anissé Ekane. Oui, c'est une mise au point qui est plus adressée. Le gestionnaire administratif des partis politiques, c'est le MINAT. Tout à fait. Et les gens ont l'impression que ça se passe n'importe quoi. On va revenir tout à l'heure dans sa mise en garde contre les journaux. C'est le gestionnaire. Et à ce titre, il est tenu de faire en sorte qu'il n'y ait pas un désordre au niveau de ses démembrements. C'est-à-dire que les préfets, sous-préfets et gouverneurs sont tenus de savoir quelle est la position officielle de l'administration territoriale sur les problèmes des partis. C'est tout. Et cette position de l'administration territoriale est attaquable dans les tribunaux. D'ailleurs, le dernier congrès qu'on a tenu, M. Yebga, puisque vous parlez de lui, a intenté effectivement, c'est un procès. Oui. Un délibéré de Raneur pour interdire ce congrès. Et on l'a débouté. La justice l'a débouté. Ça veut donc dire que, au-delà de l'administration territoriale, c'est la justice. Et la justice a trouvé qu'il n'était pas dans son droit. Et certains responsables, ou alors certains de vos adversaires ont estimé immédiatement que vous avez été nommé à la tête du parti par le ministre de l'administration territoriale. Vous savez, les gens passent les nuits à fantasmer. Et les fantasmes ne sont pas la réalité. Voilà le problème. Du coup, on a établi la proximité entre vous
et le ministre de l'administration territoriale, et donc partant Alors, le RDPC. Oui, d'accord, ok. Ouais. Mais vous savez, j'ai plein d'amis qui militent au RDPC, des amis d'enfance, etc. Mais je vous assure que au RDPC, on connaît les véritables adversaires de ce régime. Bien, beaucoup mieux que les fantasmes de petits, j'allais dire, de petits malins qui jouent avec la sensibilité des Camerounais pour faire des cabales contre des partis sérieux. Voilà. Alors, et on a parlé de l'upécisme tout à l'heure, Oui. Anissé Kane. Quand vous regardez le mouvement upéciste aujourd'hui au Cameroun, qu'est-ce que vous vous dites? Ben, c'est malheureux qu'on en soit arrivé là. Demain, on organise un colloque justement auquel vous êtes spécialement invité. Merci. Qui est le Manidem et le mouvement upéciste. Pourquoi sommes-nous aujourd'hui le Manidem? Ne sommes-nous pas formellement militants de l'UPC? C'est ce qu'on va expliquer. Parce que vous savez, l'enjeu en politique, c'est de changer. C'est de changer, pas d'imiter. Pas d'aller dans le sillage de ses adversaires politiques. La démarcation du Manidem, de l'organisation formelle de l'UPC, avait pour fondement la capacité à privilégier le contenu au contenant. U, P et C, c'est 3 lettres de l'alphabet. Qu'est-ce qui leur a donné cet attrait mystico-religieux? C'est le contenant qui a été mis par les dirigeants de l'UPC à sa création. Oui. Si vous enlevez ce contenant, une bouteille de bière avec de l'eau, a beau apparaître comme une bouteille de bière, mais ce n'est pas de l'eau. Il y avait, dans les années 60, Canada Dry. Oui. Ça ressemble à l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool. Quand vous regardez aujourd'hui l'UPC, ça ressemble à l'UPC, mais ce n'est pas l'UPC. Donc, l'UPCisme, c'est le contenant, le contenu. Les 3 lettres de l'alphabet, c'est le contenant. Et ça, cette bataille-là, elle est pour les idées. Elle est autour des idées de Oumdouane et de Mounier. Elle n'est pas autour du sigle. Parce que j'ai entendu maintenant, tout le monde se réclame de l'UPC, de Wandje, alors qu'il y a quelques années, quand on évoquait ces noms, on disait les passéistes, vous revenez toujours à eux, mais parlons du présent. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul dirigeant de parti politique qui n'évoque Wandje, Mounier et Oum. Tant mieux. C'est que nous avons gagné la bataille de l'opinion. On a imposé ces noms-là comme les pères fondateurs de notre pays. Et c'est une grande victoire. Et vous qui vous réclamez justement, Anissé Kane, d'être des disciples j'emploie le terme, des disciples justement, des pères fondateurs de cette UPC, dont l'idéologie justement était l'intérêt général et non des intérêts particuliers de quelques groupuscules qui se battent aujourd'hui pour leur compte personnel. Et bien d'autres, est-ce que vous avez le sentiment justement aujourd'hui que le mouvement upéciste tel qu'il se déploie, y compris le Manidem, justement se range sur cette ligne-là, cette ligne prônée depuis le départ par les pères fondateurs? En ce qui concerne le Manidem, c'est 100%, on y est. Mais un proverbe zimbabwéen que j'emploie souvent, le chemin qui mène à la victoire est parsemé d'embûches. Mais c'est le chemin de la victoire. Donc il est important qu'on garde le cap. Quand un avion décolle, il a un cap. Il peut avoir, du fait des intempéries, des zones de turbulence, avoir une nécessité de dévier pour éviter les turbulences. Et quand la zone de turbulence vient à trop durer, on peut assister à un crash aussi. Hein. On n'a pas le sentiment qu'on est déjà au crash là aujourd'hui? Non, pas du tout. Tant que nous serons là, tant qu'il y aura encore des upécistes qui veulent rester dans le sillage des Oumdouane et des Mounier, ce flambeau-là restera allumé. Parce que lorsque les colons décidèrent, en dehors de toute objectivité ou de sentiments humanistes, ce qu'ils n'ont pas fait ailleurs,
de systématiquement couper la tête des dirigeants UPCistes, il n'imaginait pas qu'en 2020, il pourra avoir des gens qui sont prêts à mourir pour en finir avec le système néocolonial qui dirige notre pays. Il pensait qu'en coupant la tête, c'est terminé. Mais le slogan du UPC, c'est comme un roseau, plie, mais ne rompt pas. On parlait tout à l'heure justement de cet héritage de l'UPC. Je voudrais qu'on évoque l'héritage du Manidem en lui-même maintenant. Que reste-t-il aujourd'hui à Nissé Kane de l'héritage marxiste du Manidem? Vous voyez, c'est bien, vous m'avez invité, mais c'est bien pour des journalistes souvent d'aller faire une immersion dans les partis. Et vous êtes bien placé pour le faire, parce que certains de vos collègues sont des militants cadres de haut niveau du Manidem. Ouais. Et vous savez bien qu'on est dans ce sillage-là. Le UPC, le Oumiobe, les Wandje consorts, n'étaient pas formellement des marxistes. Ils étaient dans le sillage du matérialisme dialectique, donc du marxisme. Et ils inscrivaient notre organisation dans le sillage du mouvement mondial pour l'émancipation des peuples. Et ça reste dans le Manidem, mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie. La nouvelle indépendance, c'est par rapport à l'indépendance formelle que De Gaulle a été obligé de nous octroyer, mais en plaçant à la tête du pays ceux qui étaient contre l'indépendance et qui ont tout fait pour décapiter le mouvement UPCiste. Ça veut dire que la bataille pour la nouvelle indépendance, la vraie indépendance économique et sociale et culturelle, elle est là. Et elle continuera tant qu'il y aura toujours à la tête de nos pays des affidés de l'impérialisme et du néocolonialisme. Les ojolatistes, comme vous appelez souvent. Les ojolatistes qui ont fait le saut inverse, sont venus à l'opposition pour chercher de la virginité. Mais rapidement, le naturel revient au galop. On va poursuivre à Nissé Kane. Je vous suggère de sortir de ces questions liées à l'UPC et au Manidem pour évoquer l'actualité de notre pays, l'actualité peut-être proche de nous avec ce à quoi on assiste depuis quelques jours. Vous l'avez dit tout à l'heure, cette sortie du ministre de l'administration territoriale depuis hier qui fâche des organisations non gouvernementales et même certains médias qui ont été tensés par Paul Atangandji d'être des soutiens des organisations non gouvernementales qui produisent des rapports parfois erronés sur la situation au Cameroun sur un ton menaçant, le ministre de l'administration territoriale qui a appelé ces ONG-là à se ranger, également des menaces à peine voilées à l'endroit de certains confrères qui ont été cités nommément par le ministre de l'administration territoriale. Vous avez suivi cette sortie de Paul Atangandji? Évidemment. Quel est votre premier Je suis à l'aise que Canal 2 n'ait pas été cité pour en parler librement. Vous savez, parce qu'un ministre de l'Intérieur, c'est l'équivalent du ministre de l'administration territoriale. Tout à fait. En France, avait dit, mon rôle, c'est de terroriser les terroristes. Et c'est ce qu'Atangandji fait. Il terrorise les terroristes. Parce qu'il y a des terroristes et des complices des terroristes qui sont des terroristes. Ce pays-ci est l'œuvre de centaines de milliers de morts des Camerounais pour qu'ils soient réunifiés et indépendants. Et sous le prétexte fallacieux, parce que c'était un prétexte de revendication légitime de mal-être, de mauvaise gouvernance, d'assimilation forcée francophone, du fait de l'impérialisme étranger. Des Camerounais prennent les armes pour rectifier Oumiobe, Wandje et Moumié. C'est de ça qu'il s'agit. Qui ont donné leur vie pour la réunification et l'indépendance. Et pour cela, acculés par l'armée camerounaise, ils sortent de la bataille régulière. Ils s'inscrivent dans le sillage de terroriser les populations civiles. L'exemple de Bamenda et de Galim
les exemples de Bayoum et Galim nous confortent que ce sont des terroristes. Alors quand on soutient les terroristes de façon insidieuse, on est complice. Dimanche, j'écoutais un consultant d'une des chaînes citées par le ministre d'Administration Théotia dire que Bamenda et Galim aient une riposte des ambazoniens, que c'est normal que les ambazoniens ripostent. Dans d'autres pays occidentaux, ils seraient interpellés par les services de police pour apologie du terrorisme. Aujourd'hui, il est en liberté. Tant mieux. Le ministre de l'administration territoriale gère le pays dans le sens de sa sécurité des biens et des personnes. Oui. Donc il est dans son rôle d'empêcher que on banalise le soutien aux ambazoniens. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ils sont en train de banaliser. Quelqu'un se met à une télévision et dit que c'est la riposte. Un Camerounais accepte que des bandits de grand chemin tuent des gendarmes en poste, pas en bataille contre eux, sous le prétexte qu'ils ripostent contre un soi-disant massacre à Garbou. Des pouvoirs plus populaires que celui du RDPC aurait fait pire que ça. Le RDPC, le régime RDPC est très embêté parce que ce n'est pas un régime qui a une adhésion des Camerounais. Mais si c'est un régime issu d'une adhésion massive des Camerounais, il n'y aurait peut-être pas ce genre de sortie de la part des médias. Le président américain a assisté en direct à l'assassinat de Ben Laden. Ils l'ont identifié. Ils auraient pu le garder. Ils l'ont tué. Ils ont refusé de remettre le corps à sa famille. Ils sont allés le jeter dans la mer. Aucun média américain n'a dit que c'est un assassinat. Ils n'ont même pas dit. Encore moins que c'est inhumain de faire, c'est-à-dire faire disparaître, même pour leur famille, le corps de Ben Laden. Mais Anissé Kane, oui. Ça ne vous pose aucun problème, justement, que ceux qui sont considérés comme des chiens de garde de la société, c'est-à-dire des médias, et même ces organisations non gouvernementales qui, de temps en temps, peuvent rappeler le gouvernement ou alors l'armée camerounaise à leur véritable rôle, qui est celui, justement, de protéger les populations et bien d'autres. Et les médias, justement, ne sont là parfois que pour relayer des informations, pour transmettre les informations au public. Effectivement, relayer un rapport d'une organisation non gouvernementale, ça ne vous embête pas un peu que simplement pour avoir relayé un rapport d'une organisation non gouvernementale que l'on subisse des menaces du ministre de l'administration territoriale? C'est de vérifier l'information. Le journaliste n'est pas là pour relayer n'importe quoi. Sinon, si je vous dis maintenant que je suis président de la République du Burkina, vous n'allez pas relayer ça. Vous avez dit, monsieur Kane, c'est farfelu. Les médias ne relaient pas n'importe quelle information. Elles ont le devoir de recouper, d'avoir la conviction que ces informations sont vraies pour les relayer. Est-ce que je me trompe? C'est bien de ça qu'il s'agit, mais pour le cas... Allez-y, oui. Terminez. 1. 2. Les ONG dont on parle, elles sont financées de l'extérieur. Hier, sur le plateau d'une chaîne concurrente, l'un de leurs dirigeants dit que je suis payé par les Occidentaux, je suis financé par les Occidentaux qui financent aussi le gouvernement camerounais. Donc il accepte qu'il est financé par l'extérieur. Il est financé par l'extérieur. Est-ce que vous savez qu'il est interdit dans la loi que les financements extérieurs des partis politiques et des organisations telles que les ONG ne soient pas contrôlés, ne soient pas libres? Et c'est le rôle de l'administration territoriale de le faire. Mais il avoue à une télévision camerounaise que je suis financé de l'extérieur. Nous, on le sait, puisqu'on sait même de quel programme il s'agit.
Il avoue. Le ministre de la territoriale leur demande adressez-nous des rapports des dernières années. J'ai entendu notre responsable, l'ONG dit on ne fera aucun rapport. Les partis politiques sont tenus de faire des rapports financiers, des allocations que l'État leur donne pour leur fonctionnement. Vous le savez. Tout à fait. Et des ONG disent qu'elles n'ont aucun rapport à faire de l'argent venant de l'étranger. Ça pose un problème. On n'est pas quand même dans la cour du roi Péto. Malgré tout le mal que nous pensons de ce régime, c'est quand même le Cameroun. On ne peut pas admettre que des perroquets de l'Occident viennent creuser la tombe de notre pays sous prétexte qu'ils s'occupent des droits de l'homme. Mais l'amnistie internationale existe aussi. Mais il y a eu Guantanamo, il y a eu l'Irak, la Syrie. Aujourd'hui, les Américains font ce qu'ils veulent. Sous le seul prétexte des matières premières en réalité. Pas la protection des États ou des droits de l'homme des citoyens de cette zone. Ce que certaines de ces organisations non gouvernementales, Anissé Kane, retorquent au ministre de l'administration territoriale, c'est qu'il n'a aucun élément pour affirmer que les rapports qui ont été produits sont erronés et aucun élément également pour affirmer que ces ONG ont perçu de l'argent et même les médias qui ont été accusés ont reçu de l'argent pour relayer des faux rapports sur le Cameroun. Est-ce que, justement, après un rapport qui est publié par une organisation non gouvernementale, je prends le cas de Human Rights Watch ou bien d'Amnesty International que vous avez cité tout à l'heure, le rédac également, le contre-rapport du gouvernement ne viendrait pas justement taire ces polémiques qui sont parfois observées sur le nombre de personnes qui ont été tuées, les chiffres, qui étaient les responsables et bien d'autres. Mais est-ce qu'on ne commencerait pas par là, justement, au lieu de simplement dire que c'est des rapports erronés sans en apporter la preuve ou alors le contre-rapport? L'intervention du représentant du Cameroun à une session de la Commission des droits de l'homme à Genève, Oui, montre bien les connivences, les relations suspectes, incestueuses qu'entretiennent ces ONG avec certains éléments, certains Camerounais, certains journalistes. D'abord, Human Rights Watch a été pris la main dans le sac, ils sont allés modifier le rapport qu'ils avaient déjà mis rapidement en ligne, sans vérifier une information que leurs amis leur livrent sous le prétexte fallacieux qu'ils sont sur le terrain alors qu'ils n'y sont pas. Je vais vous dire, quand vous regardez comment on gère l'Union sacrée contre le terrorisme dans les pays occidentaux, à la limite, au Cameroun, on s'amuse. Quand il y a eu les attentats à Paris, c'est l'Union sacrée contre les terroristes. Personne n'osait dire il y a quand même des circonstances atténuantes aux terroristes. Ici, c'est monnaie courante. On trouve toutes les circonstances atténuantes aux bandits, aux ambazoniens qui terrorisent les populations. Les circonstances atténuantes. Et plus grave, il y a un empressement à publier rapidement ce que les organisations internationales ont décidé est que ce sont des massacres. Mais, rappelez-vous, le 8 mars, on a attendu 24 heures. Hein? Alors qu'en ce qui concerne ce qu'on attribue comme massacre Gabou, oui, c'est pratiquement instantané. C'est-à-dire l'armée n'a même pas le temps de faire son propre rapport, que ça circule sur le net. Si en plus, on peut faire un rapport de ce qui s'est passé, mais si les commentaires dans ces radios et télévisions sont tendancieux jusqu'à trouver les circonstances atténuantes aux terroristes, il ne faut pas exagérer. Moi, je connais les journalistes, les promoteurs de ces radios. Ce ne sont pas des monstres, mais ils font
un grand tort à notre pays en n'étant pas un peu circonspect, un peu, je dis, un peu plus sérieux, un peu plus rigoureux lorsqu'ils ont en main des informations de ce type-là. C'est comme s'ils ils sont frétillants de tout ce qui met en cause l'armée camerounaise. Vous savez, les soldats camerounais qui sortent, qu'on affecte dans ces zones, ils savent que la mort est peut-être au bout du chemin. Leurs familles le savent, que la mort est peut-être au bout du chemin. Et quand vous voyez des Camerounais qui parlent de ces combattants comme des monstres, des gens qui vont en zone de combat pour défendre l'intégrité territoriale de notre pays, présentés comme des sauvages, des gens qui massacrent les gens à bout de chemin. Ça pose quand même un problème de sérieux, de traitement, de sérieux dans le traitement de l'information. Donc, M. Atarandi est dans son rôle. Il en fait peut-être à sa manière, mais il est dans son rôle. Je vous assure que un autre gouvernement populaire qui aurait l'adhésion des Camerounais serait beaucoup plus rigoureux que ça. Mais ils ont un boulet qui traîne. C'est le fait que c'est quand même un gouvernement qui n'a pas l'adhésion populaire. Donc ils font beaucoup plus attention que si ça avait été un gouvernement populaire. Je pense qu'on aurait peut-être rapidement réglé cette affaire du Nozo. Parlons justement du règlement de cette crise dans le nord-ouest et du sud-ouest. On le sait, le Manibem a plusieurs fois proposé des pistes de solutions pour sortir de cette crise. Mais je voudrais qu'on reste justement sur ce que vous appelez tout à l'heure les terroristes. Vous avez toujours eu votre position à propos, pendant que certains prônent que l'on discute avec justement parfois des leaders qui sont pour certains encore emprisonnés à Yaoundé. Vous n'êtes visiblement pas très d'accord avec cette posture-là. Vous dites qu'on ne discute pas avec des terroristes, c'est ce que vous dites parfois. Bon. Vous semblez ne pas être d'accord. Comparaison n'est pas raison. Oui. Mais les comparaisons sont indispensables pour comprendre une situation. Quand vous regardez ce qui se passe dans les différentes guerres de sécession, quel est le processus? Le processus est que les sécessionnistes et séparatistes déclarent la guerre à l'État. Et l'État riposte. Quand l'État riposte, c'est le rapport de force sur le terrain qui détermine la suite des événements. C'est-à-dire le rapport de force entre les belligérants, dont les discussions ne sont que les conséquences du rapport de force sur le terrain. Elles ne sont pas le fait de l'humanité ou qu'on aime bien ses frères et sœurs. C'est le rapport de force sur le terrain qui détermine l'importance, la nécessité de dialoguer. Un. Deux. C'est le rapport de force sur le terrain qui détermine ceux avec lesquels on doit dialoguer. C'est-à-dire ceux qui peuvent peser sur la situation. Aujourd'hui, quand vous regardez les bandes armées, qui peut arrêter les bandes armées? Moi, j'aimerais bien qu'on me présente quelqu'un qui peut arrêter ces bandes armées. Il n'y en a pas. Puisqu'elles ne se réclament pas de soi-disant dirigeants de l'Amazonie qui sont incarcérés à Yaoundé. Donc, vous allez donc discuter avec des dirigeants d'une soi-disant république ambazonienne qui ne sont pas reconnus par ceux qui se battent, qui tuent, qui mutilent pour cet État. Il y a quand même un problème. Ce qui va déterminer le moment d'une discussion avec les éléments importants de cette crise, ce sera le rapport de force sur le terrain. Et je pense qu'aujourd'hui, le rapport de force sur le terrain montre bien que le glissement des guerres de positionnement au terrorisme de ces extrémistes, de ces ambassadeurs, montre bien qu'ils perdent le terrain militaire. Ils perdent le terrain, mais on a le sentiment, justement, qu'ils déportent ce qu'on peut appeler leur combat, déjà
vers d'autres régions du Cameroun. Notamment, on a parlé de Galim tout à l'heure. Mais est-ce qu'en regardant cela, on peut dire qu'ils perdent justement des forces sur le terrain? Mais c'est le principe du terrorisme. Pendant que sur place, même dans le nord-ouest et le sud-ouest, on continue de vivre de pires atrocités. Il y a des traceurs. Mais est-ce qu'en regardant cela, on peut dire justement qu'ils perdent du terrain? Est-ce qu'il ne faut pas faire mieux que de continuer simplement d'imposer le rapport de force? La situation s'améliore sur le terrain. Vous savez, en tant qu'homme politique ou dirigeant politique, j'ai le devoir de savoir ce qui se passe sur le terrain. Il y a 3 traceurs. 1, il y a plus d'écoles qui sont ouvertes. Ça, on peut le vérifier sur place. 2, l'activité économique a repris dans certaines contrées du nord et du sud-ouest, par exemple, totalement. 3, les réfugiés rentrent. Les déplacés internes, certains rentrent. Mais à quel rythme on vous rétorquera, Anissa Ekane? Bon, je n'ai pas dit que c'est un retour massif, mais c'est un traceur qui peut évoluer, premièrement. L'opération Vigipirate en France, qui tente d'éradiquer le terrorisme en France. 10 000 militaires. 10 000. 10 000. Même pas un gars de sécession. Uniquement des foyers de terrorisme. 10 000. Des cellules énormes, nombreuses de renseignement. Des dispositifs d'écoute et de traquage des terroristes impressionnants. Dans le nord-ouest, vous devez être au courant qu'un nombre de militaires présents sur le terrain, il n'y a pas 10 000. Il y a loin d'avoir 10 000. Je ne m'aventurerai pas vous dans le nombre, mais il est plus ou moins connu, le nombre de militaires qu'il y a là-bas. Vous demandez donc qu'on laisse le terrain à des gens qui sont prêts à tout, y compris à aller en dehors de la soi-disant République d'Ambazonie, dans le seul but de terroriser. Ce n'est pas d'envahir, par exemple, la région de l'Ouest, c'est de terroriser, puisque c'est des attaques et des replis. On ne peut pas accepter ça. Qu'est-ce qu'on fait donc dans ce cas précis? Je vous ai parlé justement de la proposition de ceux qui estiment qu'il faut libérer ceux qui sont en prison et discuter avec eux, par exemple. Et d'autres proposent d'ailleurs, vont plus loin, en proposant une sorte de cessez-le-feu dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest, c'est-à-dire on retire l'armée, on laisse simplement des forces de maintien de l'ordre sur place, la police, la gendarmerie qui fera le maintien de l'ordre justement dans ces régions et en face justement demander à ces forces séparatistes-là de déposer également les armes. Et cependant, les discussions se feront avec leurs dirigeants et bien d'autres en qui ils se réclament, qui sont d'ailleurs incarcérés en prison à Yaoundé. Vous répondez quoi à tout ça? Si l'armée se retire, elle laisse la place aux terroristes. Puisque c'est la présence de l'armée qui empêche la prolifération d'actes terroristes. Vous voulez donc qu'on laisse la place aux Ambazoniens? Quand vous allez, par exemple, en France, dans toutes les gares, dans tous les métros, partout, vous voyez l'armée. La France n'a pas une guerre de sécession, mais vous voyez l'armée. Pour quelques foyers de terroristes, parce que justement, la difficulté de traquer le terrorisme, c'est que c'est quelque chose de très fuyant. Donc, on met beaucoup plus de moyens qu'il en faudrait si on avait une guerre classique. Vous dites que il faut discuter avec les dirigeants, soi-disant dirigeants, qui ont été recusés par ceux qui se présentent maintenant comme les dirigeants, les commandants de la lutte armée et du terrorisme, qui les recusent. Je vais vous dire, Israël et la Palestine sont en guerre. Nulle part, vous ne pouvez pas demander aux gens qui sont agressés de déposer les armes. Quels sont ceux qui sont agressés? L'armée camerounaise a le droit de citer dans n'importe quelle région du pays avec des armes. C'est son rôle. Des individus décident de se mettre au même niveau que l'armée et prennent des armes. Et on demande à l'armée camerounaise de déposer les armes. Quand j'entends ça, je ne comprends pas. C'est ça la complicité avec les terroristes. Il veut que l'armée dépose les armes pour que les terroristes reprennent du poil de la bête.
C'est ça la complicité. Quand quelqu'un dit que l'armée dépose des armes, c'est un complice des terroristes. Je le dis. Tous ceux qui le disent dans ces chaînes et radios qui ont été pointés par le ministère de l'administration territoriale, parce qu'on l'entend, on les suit. Il y en a qui demandent à l'État de déposer les armes, à l'armée de se retirer. Ce sont des complices des terroristes. On parle de laisser sur place au moins les forces de maintien de l'ordre qui vont assurer des missions de maintien de l'ordre simplement. Mais avant d'arriver à l'étape du dépôt des armes, oui, justement, alors, il y a cette discussion. Pourquoi l'armée s'est-elle impliquée dans le Nozo? Parce que la situation sécurité était devenue préoccupante. Préoccupante. Oui. Elle est venue là pour la maîtriser et elle la maîtrise de mieux en mieux. Et vous voulez, mais ceux qui le disent, que alors qu'elle n'est pas totalement maîtrisée, que l'armée se retire. C'est-à-dire qu'elle redonne le terrain aux terroristes. Qu'est-ce qu'on fait donc dans ce cas, Anissa Ekane? On est compris dans un mouchoir, finalement. On essaie des solutions qui, jusqu'ici, n'avancent pas beaucoup. Le grand dialogue national qui s'est tenu, d'ailleurs, vous avez dit que c'était une bonne chose. Une bonne chose. Ah oui. Non, oui. Le grand dialogue national qui s'est tenu. C'est un élément dans le processus de résolution de la crise. Tout à fait. Mais jusqu'ici, ce n'est pas la calmie sur le terrain et autres. Et vous recusez, vous semblez recuser d'ailleurs toutes ces solutions qui sont proposées par certains, bien sûr. Vous avez certainement les vôtres. Qu'est-ce qu'on fait dans le cas précis, dans le cas actuel où, il faut être sans aucune concession déjà, le principe, pour les terroristes et les Amazoniens, premièrement. Leur poser la condition sine qua non où on peut discuter des mesures adéquates pour revenir à la situation d'avant, c'est déposer les armes. Plusieurs appels du président de la République, par exemple, à déposer les armes, non, visiblement pas, en regardant simplement la sécurité sur le terrain, aboutit jusqu'ici. Ce sont des irrédentistes. On ne discute pas avec les irrédentistes. On discute avec des gens qui sont prêts à accepter des compromis pour avancer. Qu'est-ce qu'on fait donc d'eux, dans ce cas? Ce sont les ennemis de la République qui ont pris des armes. L'armée nationale a le devoir de les mettre hors d'état de nuire dès qu'ils ont des armes. C'est lorsqu'ils déposent des armes que tout est Est-ce que ça ne possible. contribuera simplement pas à envenimer la situation? Vous avez beau mettre hors d'état de nuire les uns, que les autres renaissent, c'est finalement une hydre à plusieurs têtes qu'on ne pourra pas maîtriser à la fin. Je vais vous dire, comparaison n'a pas raison. Oui. Quand vous regardez l'histoire des guerres de sécession, elle se termine par quoi? Par une défaite militaire sur le terrain de ceux qui ont pris les armes. Ça s'est passé aux États-Unis, ça s'est passé en Corse, ça s'est passé en Nouvelle-Calédonie. Même les Britanniques sont allés tuer des tentatives en dizaines, en centaines de personnes en Argentine, sur une île à côté de l'Argentine, à 13 000 km de l'Angleterre, par la défaite sur le terrain de ceux qui ont osé prôner la séparation. La victoire militaire ou le rapport de force, j'allais dire, déséquilibré sur le terrain est la condition sine qua non d'un dialogue. Ou la capitulation. Mais la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le rapport de force militaire sur le terrain qui a mené à la capitulation et à la discussion pour arriver à signer un traité de paix. Donc, il ne faut pas renverser les choses. Ceux qui ont pris les armes, ils ont pris. Ils peuvent les déposer. Et tout est possible. Lorsqu'on revient à une situation de départ, à condition que ceux qui ont provoqué ce conflit armé en rentrant dans un sillage qui n'est pas le leur, de façon régulière, sortent de cette dynamique-là. Si ce n'est pas le cas,
Vous n'allez pas demander l'armée camerounaise, qui a perdu des milliers d'hommes, des centaines d'hommes, disons des centaines d'hommes, dans des conditions atroces, de redonner la capacité à ce mouvement d'avoir un peu de la vigueur. Pourquoi dans le sud-ouest, il n'y a plus d'attentats, parce que la maîtrise du terrain militaire a permis que la reconstruction de l'espace social se fasse et maintenant les populations sont plus armées politiquement pour comprendre où voulait leur amener cette manipulation. Donc, la maîtrise du terrain militaire va s'accompagner du retour à la normale de la vie, du retour des réfugiés et à une prise en compte sociale, collective de la situation sécuritaire. Parce que quand les populations vont se sentir de plus en plus concernées par ce terrorisme des irrédentistes, elle va davantage s'impliquer dans la défense de leur vie. Aujourd'hui, les populations, c'est une palissade, ne peuvent pas admettre que les gens débarquent avec des armes, rançonnent les populations, mutilent, décapitent, se servent d'elles comme des otages pour amener l'armée qui fait, bien sûr, des bavures dans une situation pareille. Et le terme de dégâts collatéraux, c'est ceux qui nous font des leçons qui l'ont inventé. C'est les États-Unis qui ont inventé le terme de dégâts collatéraux lors des guerres. C'est eux qui l'ont inventé. D'accord. Anissé Kane, on va sortir une solution pour vous, on l'a compris. Mener la guerre, justement, à ceux-là qui ont pris les armes. La condition sine qua non les armes d'un dialogue. Autrement, il faut leur mener la guerre, c'est ça qui est. Absolument. D'accord. On va sortir, Anissé Kane. On vous a parfois vu dans les années précédentes manifester parfois dans la rue, des marches et bien d'autres pour réclamer la production de l'énergie électrique, de l'eau parfois, et bien d'autres. Mais Douala vit une situation extrêmement préoccupante, pas seulement Douala, le Cameroun tout entier. Mais je parle de Douala puisque vous y êtes effectivement. Oui. Une situation extrêmement préoccupante. Au moment où nous parlons ici, de nombreux quartiers sont sans énergie électrique. Certains nous regardent peut-être parfois via leur smartphone, s'ils ont encore un peu d'énergie pour nous regarder. Mais on regarde vers vous, on tourne les yeux vers vous. On ne vous a pas beaucoup vu. On vous semblez dépassé par la situation? Pas du tout. Le Manindem n'est pas composé de marcheurs professionnels. Nous sommes des éclaireurs, nous sommes des guides. Nous devons amener les Camerounais à se prendre en charge. L'électricité, on la coupe, quelle que soit l'identité politique de ceux qui vivent dans les quartiers. Donc il faut une union sacrée pour se battre contre ces étrangers qui ont pris le pays en otage avec l'eau, l'électricité, le port. Heureusement, ils sont partis, le chemin de fer. C'est une bataille patriotique des Camerounais. Il faut se défaire de cet étau où on a bradé nos richesses. C'est plus important que la résistance dans les marches. S'il faut faire marcher le Cameroun aujourd'hui, cher ami, c'est sur l'eau, sur l'électricité, sur le port, sur le rail. Là, les Camerounais vont sortir. Pas pour leur demander d'aller chercher la victoire volée. D'accord. Merci Anissé Kane. Ce sera le mot de fin. Le temps imparti pour cette émission est terminé. Je vous dis merci d'être venu. Merci infiniment. Merci également. C'est allé très très vite. Très vite, on n'a pas vu le temps passer. Ouais. Merci mesdames, messieurs d'avoir suivi cette autre édition de Parole d'Homme. Je vous donne rendez-vous mardi prochain avec un nouvel invité. Bonsoir.